On est en 1943 à Los Angeles. Au cœur de l'effervescence industrielle provoquée par la Seconde Guerre mondiale, Howard Hughes poursuit un objectif obsessionnel: concevoir un avion plus rapide, plus puissant et plus spectaculaire que tous les autres. Pour de nombreux passionnés d'aviation, le P-38 Lightning reste l'un des appareils les plus emblématiques du conflit. Même s'il est progressivement dépassé en fin de guerre par des chasseurs comme le Spitfire ou le Bf-109, son architecture à double poutre conserve un charme unique. C'est précisément ce type de silhouette qui inspire Hughes lorsqu'il décide de créer son propre avion de reconnaissance à très haute vitesse. À cette époque, presque tous les industriels de l'aéronautique, compétents ou non, tentent d'obtenir leur part des gigantesques contrats militaires américains. Les commandes de l'US Army Air Force et de la Navy représentent donc des sommes colossales, et Hughes ne compte pas rester à l'écart. Son projet débute avec un appareil baptisé D2, pensé comme un avion polyvalent à haute performance. Mais ce premier concept repose largement sur une structure en bois, un choix technique qui suscite immédiatement la méfiance de l'armée de l'air, peu encline à investir dans un appareil jugé fragile et expérimental. Pour sauver son programme, Hughes propose alors une évolution majeure: le D5. Ce nouveau modèle doit être en grande partie métallique afin de répondre aux exigences de l'Air Corps. Le fuselage conserve toutefois une construction particulière appelée Duramold, composée de couches de bois imprégnées de résine, moulées sous pression et sous chaleur. Cette technologie, innovante pour l'époque, promet légèreté et solidité, mais reste controversée. Avec le recul, certains historiens se demandent encore quelle performance le D5 aurait pu atteindre s'il avait conservé davantage d'éléments en bois, à l'image du célèbre Mosquito britannique. Mais cette hypothèse restera sans réponse. En quête d'un rôle précis pour convaincre l'armée, Hughes et ses ingénieurs identifient finalement une niche stratégique: la reconnaissance photographique à très grande vitesse. Grâce à sa taille et à son potentiel de performance, le D5 pourrait survoler les territoires ennemis plus vite que les chasseurs adverses, tout en transportant un équipement photographique sophistiqué. Le nouveau prototype prend alors des dimensions impressionnantes. Parler d'un simple agrandissement du D2 serait presque un euphémisme. Avec une envergure de près de 28 mètres et une longueur de plus de 17 mètres, le futur XF-11 frôle les dimensions d'un bombardier B-17 tout en restant bien plus léger. Il se situe à mi-chemin entre un chasseur lourd et un avion d'attaque, une catégorie encore mal définie à l'époque. Côté propulsion, Hughes abandonne le moteur Pratt et Whitney R 2800 initialement prévu pour le D2. À la place, le XF-11 reçoit deux imposants moteurs radio R4360 à 28 cylindres, capables de développer environ 3000 chevaux chacun. Cette puissance colossale doit permettre à l'appareil d'atteindre une vitesse comprise entre 720 et 785 km/h, rivalisant avec les meilleurs chasseurs alliés. L'avion dispose également d'une soute interne pouvant accueillir jusqu'à 1800 kg de bombes, preuve qu'il pourrait, en théorie, remplir des missions d'attaque si nécessaire. Avant tout, pour soutenir la chaîne, abonne-toi, mets un like et booste la vidéo si tu as la possibilité de le faire, ça m'aide beaucoup à me développer. Alors que le programme semble fragilisé par les doutes techniques, un événement décisif vient relancer son avenir. Le colonel Elliott Roosevelt, fils du président Franklin D. Roosevelt, se rend à Los Angeles pour rencontrer plusieurs industriels spécialisés dans la reconnaissance aérienne. Informé de sa visite, Hughes l'invite dans ses installations. Bien que le D5 ne soit pas encore achevé et que Roosevelt ne voit qu'un modèle du D2, il repart fortement impressionné par le potentiel du projet. Peu après, le général Henry Ap Arnold, chef de l'US Army Air Forces, commence à ressentir une pression politique croissante en provenance de la Maison-Blanche. Malgré les réticences persistantes de ses services, notamment concernant l'utilisation du Duramold et du bois, il se montre de plus en plus favorable au programme Hughes. Pour lever définitivement les objections,
Hughes accepte alors une concession majeure. Les ailes et les poutres arrière seront entièrement métalliques. Seul le fuselage conservera une structure partiellement en duramold. Cette décision marque un tournant. Même si une partie de l'état-major reste opposée au projet, Arnold finit par donner son feu vert. Le 6 octobre 1943, Howard Hughes obtient officiellement un contrat portant sur 100 exemplaires du D5, désormais rebaptisé F-11. Deux appareils doivent nous servir de prototype, tandis que les 98 autres sont destinés à la production en série. C'est un immense succès personnel pour Hughes, qui parvient ainsi à imposer son avion dans un environnement extrêmement concurrentiel. Sur le plan de la configuration générale, le XF-11 rappelle fortement le P-38 Lightning avec ses deux poutres et son fuselage central. Mais à la différence du chasseur de Lockheed, l'avant de l'appareil n'est pas occupé par des armes. Il est entièrement dédié à l'équipement photographique, avec des caméras haute résolution destinées à capturer des images détaillées du territoire ennemi à grande vitesse et à haute altitude. Ainsi débute l'histoire singulière du XF-11, un avion né de l'ambition personnelle de Howard Hughes, à mi-chemin entre innovation technologique, influence politique et pari industriel, dans un contexte où chaque nouveau projet pouvait faire basculer l'équilibre de la guerre aérienne. Alors que le programme XF-11 progresse lentement dans les hangars de Hughes Aircraft, l'appareil prend peu à peu sa forme définitive. Conçu avant tout comme une plateforme de reconnaissance stratégique, son nez n'abrite aucune arme. Il est entièrement dédié à un ensemble complexe de caméras haute résolution capables de photographier des zones entières à très haute altitude. Ces équipements représentent le cœur même de la mission de l'avion. Pour permettre aux pilotes d'opérer efficacement à grande hauteur, le cockpit est pressurisé, une technologie encore rare à l'époque. Il maintient une pression équivalente à celle ressentie à environ 3200 mètres d'altitude, même lorsque l'appareil évolue à plus de 10 000 mètres. Cela réduit considérablement la fatigue et les risques liés au manque d'oxygène, un avantage crucial pour des missions longues et exigeantes. En raison de ses dimensions imposantes, l'accès à bord diffère de celui d'un chasseur classique comme le P-38. Il n'est pas question de grimper sur l'aile. Les pilotes montent dans l'avion grâce à une échelle rétractable située derrière le train avant. Une fois à bord, un détail surprenant apparaît. Le siège du pilote est volontairement décalé vers la gauche. Cette disposition permet d'accueillir un second membre d'équipage installé légèrement en retrait sur la droite. Ce second homme est à la fois navigateur et opérateur photo. Pour atteindre les caméras logées dans le nez, il doit se glisser dans un passage étroit, ramper devant le pilote et s'introduire dans l'espace confiné du cône avant. Les missions à bord du XF-11 exigent donc une coordination étroite entre les deux hommes dans un environnement étroit et bruyant. Sur le plan aérodynamique, l'appareil se distingue également par ses ailes. Le XF-11 est équipé de volets occupant presque toute l'envergure. Contrairement aux dispositifs classiques, ces surfaces mobiles s'étendent bien au-delà des nacelles moteurs, presque jusqu'aux extrémités des ailes. Ce choix améliore la portance à basse vitesse, un point essentiel pour un avion aussi massif. Le contrôle en roulis est lui aussi atypique. Plutôt que de s'appuyer principalement sur de grands ailerons, Hughes privilégie un système de spoiler qui perturbe localement l'écoulement de l'air pour faire basculer l'appareil. Les ailerons, relativement petits, ne mesurent qu'environ 1,5 m. Cette configuration reflète la volonté d'optimiser la stabilité à grande vitesse plutôt que la maniabilité en combat. En matière d'autonomie, le XF-11 frôle l'excès. Chaque aile peut recevoir un réservoir largable de 2600 litres à l'extérieur des poutres arrière. Un projet prévoit même des réservoirs en bout d'aile de 2200 litres. Pourtant, même sans ces ajouts, l'avion dispose déjà d'une autonomie théorique proche de 8000 km. Cette capacité impressionnante vise à permettre des missions de reconnaissance intercontinentale sans ravitaillement.
Mais le véritable cœur mécanique du XF-11 réside dans ses moteurs. L'appareil est propulsé par deux Pratt et Whitney R 4360, des monstres à 28 cylindres en étoile. Chacun développe environ 3000 chevaux, faisant de ces moteurs parmi les plus puissants jamais installés sur un avion à piston. Ils sont enfermés dans des capots profilés, entourés de volets de refroidissement, indispensables pour dissiper la chaleur. Sous chaque nacelle se trouve une large prise d'air alimentant les échangeurs thermiques et les refroidisseurs d'huile. Plus impressionnant encore, Hughes équipe chaque moteur de deux turbocompresseurs General Electric BH-1. Le XF-11 devient ainsi l'un des rares avions de son époque à bénéficier d'un système de double suralimentation, maximisant ses performances en altitude. Ces turbocompresseurs sont logés à l'intérieur des poutres arrière. L'espace y est si restreint qu'il relève presque du casse-tête industriel. Malgré cela, les ingénieurs parviennent à y intégrer le train d'atterrissage principal qui se replie vers l'arrière dans chaque poutre. En croisière, l'un des deux turbocompresseurs peut même être coupé pour optimiser le rendement du second. À l'extrémité de chaque poutre se dresse une imposante dérive verticale de plus de 3,5 mètres de haut. Elles sont reliées par un stabilisateur horizontal de près de 8 mètres de large, formant une structure arrière massive, garante de la stabilité directionnelle à haute vitesse. Fait moins connu, la poutre gauche abrite également du matériel photographique supplémentaire dissimulé derrière le train principal. Malgré sa taille, le XF-11 reste relativement léger pour sa catégorie. À pleine charge, il atteint environ 26 tonnes, soit à peine moins qu'un bombardier B-17. Ce rapport poids-puissance favorable contribue à ses performances théoriques exceptionnelles. À l'origine, la livraison du premier prototype est prévue pour novembre 1944. Hughes ambitionne alors un rythme de production de 10 appareils par mois dès mars 1945. Mais comme souvent dans l'industrie aéronautique, ces objectifs se heurtent rapidement à la réalité. Retard technique, difficultés industrielles et ajustements constants ralentissent le programme. À la mi-1945, le XF-11 n'a toujours pas volé, alors que la guerre touche à sa fin. Les priorités militaires évoluent rapidement, et l'US Army Air Force commence à douter de l'utilité future de l'appareil. Le 26 mai 1945, la commande est officiellement annulée. Howard Hughes refuse pourtant d'abandonner. Convaincu du potentiel de son avion, il décide de poursuivre la construction des deux prototypes à ses propres frais. Pour lui, il s'agit autant d'un défi personnel que d'un pari technologique. Le premier prototype est finalement équipé d'hélices contrarotatives Hamilton Standard Super Hydromatique, particulièrement complexes. En avril 1946, l'appareil entame ses premiers essais de roulage. Très vite, des problèmes apparaissent, nécessitant plusieurs modifications. Après de longs ajustements, les essais reprennent au début du mois de juillet. Hughes espère encore convaincre l'armée de revenir sur sa décision. Il choisit alors de franchir une étape décisive, effectuer un véritable vol d'essai. Pourtant, l'US Army Air Force a posé des conditions strictes. Le premier vol ne doit pas dépasser 45 minutes, le train d'atterrissage doit rester sorti et verrouillé, et les communications doivent être maintenues en permanence. Ces restrictions traduisent la méfiance persistante envers un avion aussi complexe et encore largement non éprouvé. En fin d'après-midi, sur le tarmac de l'usine Hughes, le premier prototype du XF-11 est prêt pour ce qui doit être son vol inaugural. Officiellement, ce test doit rester court, prudent et strictement encadré. L'US Army Air Force a imposé des règles claires: durée limitée, train sorti, communication permanente avec un avion d'accompagnement. Mais Howard Hughes, fidèle à sa réputation, choisit d'ignorer une grande partie de ces recommandations. Avant même le décollage, plusieurs décisions discutables sont prises. Hughes fait remplir les réservoirs avec près de 4500 litres de carburant, soit environ 2 fois plus que nécessaire
pour un vol d'essai de 45 minutes. Ce surplus alourdit considérablement l'appareil et modifie son comportement en vol. Plus grave encore, il ne prend pas le temps d'assister à un briefing complet avec ses ingénieurs. Ceux-ci auraient pu lui rappeler l'existence d'un problème critique, une fuite au niveau du joint d'étanchéité du moyeu d'hélice. Ce défaut provoque une lente perte d'huile qui devient extrêmement dangereuse au-delà d'une certaine durée de vol. Tous les éléments d'un accident potentiel sont ainsi déjà en place, formant ce que les spécialistes appelleront plus tard un parfait modèle du gruyère suisse de défaillance cumulée. À 17h20, Hughes décolle aux commandes du XF-11 accompagné d'un A-20 Havoc chargé de le surveiller. Peu après la mise en l'air, des problèmes radio empêchent toute communication fiable entre les deux appareils. Le pilote d'essai se retrouve pratiquement seul, sans liaison efficace avec son escorte. Presque immédiatement après le décollage, Hughes rentre le train d'atterrissage. Or, celui-ci n'est pas censé être rétracté lors du premier vol. Comme on pouvait s'y attendre, un dysfonctionnement survient. L'indicateur de position ne confirme pas la rentrée complète du train droit. Incertain de la situation, Hughes décide de s'éloigner au-dessus du Pacifique pour tenter de diagnostiquer le problème. Pendant de longues minutes, il répète la manœuvre de sortie et de rentrée du train, espérant résoudre la panne. Cette phase de dépannage prolonge considérablement le vol. Le temps s'écoule, et avec lui, l'huile continue de s'échapper du moyeu d'hélice défectueux. Après environ 1h15 en l'air, le réservoir d'huile de l'hélice arrière droite est vidé. Privés de pression hydraulique, les pales passent automatiquement en position plate. Cette configuration crée une traînée aérodynamique énorme comparable à un parachute déployé en plein vol. L'avion ralentit brutalement. Si Hughes avait respecté le plan initial, il aurait déjà été au sol. Il n'aurait ni prolongé son vol, ni vidé le circuit d'huile, ni eu à gérer cette situation critique. Mais désormais, il est engagé dans une spirale de problèmes. De son côté, l'équipage de l'A-20, privé de contact radio, interprète mal la situation. Voyant le XF-11 faire demi-tour vers la côte, ils pensent que Hughes rentre simplement à Culver City. Estimant leur mission terminée, ils rompent la formation et repartent vers leur base. Hughes est désormais totalement isolé. À bord, il ressent une traînée massive, persuadé que le problème vient du train droit partiellement sorti, il se concentre sur cette hypothèse. Il ignore que la véritable cause est l'hélice bloquée en position plate. Pire encore, le XF-11 utilise principalement des spoilers pour le contrôle en roulis. En essayant de maintenir l'avion à plat, Hughes déploie ses surfaces, ce qui augmente encore la traînée et réduit davantage la vitesse. L'appareil se rapproche dangereusement de sa vitesse minimale de contrôle. Pour éviter le décrochage, Hughes doit sacrifier de l'altitude. L'avion descend rapidement, la situation devient irréversible. Voyant qu'il ne pourra pas rejoindre l'aéroport, Hughes tente un atterrissage forcé. Il repère le terrain de golf du Los Angeles Country Club et essaie de rallonger sa trajectoire pour l'atteindre. Mais la résistance de l'hélice endommagée est trop forte. Le XF-11 tombe court. À grande vitesse, l'appareil percute un quartier résidentiel, traverse plusieurs maisons et se disloque. Le carburant s'enflamme instantanément. Une boule de feu engloutit les débris. Contre toute attente, Howard Hughes survit. Gravement blessé, brûlé, le corps brisé, il parvient malgré tout à se dégager des flammes. Des riverains et des secouristes lui viennent en aide avant son transfert d'urgence à l'hôpital. Le bilan médical est effroyable. Brûlures sévères, 11 côtes cassées, poumons perforés, cœur déplacé dans la cage thoracique. Sa survie relève presque du miracle. Hughes finit par se rétablir complètement. Mais cet accident marque durablement sa vie. Pour soulager ses douleurs, il développe une dépendance à la codéine qui le poursuivra jusqu'à la fin de ses jours. Après le crash, des modifications sont immédiatement apportées au programme. Les hélices contrarotatives complexes sont abandonnées au profit de modèles Curtiss électriques à 4 pales, plus simples et plus fiables. Malgré ses blessures, Hughes refuse de se retirer du projet. Il insiste pour piloter lui-même le second prototype. Face au refus initial de l'Air Force,
Il va jusqu'à proposer une caution personnelle de 5 millions de dollars en cas d'accident. Devant une telle somme, l'armée finit par céder. Que 4 avril 1947, Hughes prend à nouveau les commandes, cette fois depuis l'aéroport privé de Hughes. Le vol se déroule sans incident majeur. Pour lui, c'est une victoire personnelle, une revanche sur le destin. Le second XF-11 est livré à Wright Field en novembre 1947, puis transféré à Eglin Air Force Base en Floride. Les essais révèlent un avion agréable à piloter, stable et performant, mais sa fiabilité laisse à désirer. Les navigateurs se plaignent également de l'accès difficile aux caméras en vol, rendant certaines missions particulièrement pénibles. Les tests se poursuivent jusqu'en juillet 1949. Mais le contexte a changé. Entre-temps, de nombreux bombardiers B-29 et B-50 ont été convertis en avions de reconnaissance. Moins rapides, mais bien moins coûteux, ils remplissent déjà le rôle prévu pour le XF-11. Face aux restrictions budgétaires et à l'arrivée de nouveaux projets plus prometteurs, l'US Air Force décide d'abandonner définitivement le programme. En juillet 1949, le XF-11 est transféré à Shepherd Air Force Base, au Texas. Il n'y volera plus jamais. Quelques mois plus tard, en novembre, les derniers exemplaires sont démantelés. Ainsi s'achève l'histoire d'un avion extraordinaire, né de l'ambition démesurée d'Howard Hughes. Trop complexe, trop cher, trop en avance sur son temps, le XF-11 restera comme un symbole du génie et des excès de son créateur.